Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, on va parler des mélangeurs vidéo qui sont quelque part le cœur d'une régie de production en direct. Allez, tout de suite, on y rentre. Hop. Qu'est-ce qu'un mélangeur? Un mélangeur, en fait, c'est lui qui permet de commuter les sources vidéo, c'est-à-dire de passer d'une image à une autre, d'une caméra à une autre. Il permet de rentrer des effets spéciaux, il permet de faire parfois également le mixage audio. Et puis, il s'occupe aussi, pour certains d'entre eux, également de la multidiffusion, ou au moins la diffusion de streams vers la web, que ce soit YouTube, Facebook, LinkedIn, que sais-je. Quelles sont les composantes? Alors, il y a d'une part, ils font rentrer des vidéos, donc il y a fatalement des entrées vidéo qui peuvent être du HDMI, du SDI ou du RJ45, suivant le cas. Ils ont un processeur de traitement vidéo puissant, pour la plupart d'entre eux. Et puis, ils ont également un bus de prévisualisation et de programme. C'est-à-dire, en fait, c'est l'écran qui est scindé en deux parties. À gauche, l'écran de prévisualisation, c'est-à-dire la caméra ou l'image, la source qui va rentrer, qui va être diffusée. Et en programme, c'est en fait la source qui est actuellement diffusée. Et puis, il dispose généralement d'une interface utilisateur qui peut être soit une surface de contrôle, des écrans fatalement, peut-être aussi des souris, des joysticks, suivant le cas, suivant les habitudes du réalisateur. Les écrans de contrôle, on appelle ça des écrans multi-view. Ils sont généralement de très très bonne qualité, mais dans le streaming, on utilise aussi des téléviseurs, pourquoi pas, ou des très bons écrans informatiques qui font aussi souvent l'affaire. Parce que, par du temps, qu'est-ce qu'on fait? On diffuse vers Internet, donc l'informatique fait un petit peu partie de cette affaire. Il a fait simultanément plusieurs sources, c'est-à-dire le programme et les previews, et puis toutes les sources vidéo qu'on peut afficher dessus. En général, il y en a 4, voire 8, qui permettent d'avoir une vision globale des écrans actuellement disponibles. Et tout ça se passe en direct, donc est constamment diffusé. Si on est bien équipé, il y a un écran pour la prévisualisation et puis un écran également pour le programme. Alors ça peut être un grand écran multi-view et puis deux écrans haute définition, peut-être un peu plus petits, qui permettent d'avoir une bonne qualité de vue. Donc c'est le choix à faire. Mais... Ensuite, la surface de contrôle. Alors c'est sur le tout petit, c'est souvent tactile, c'est un écran tactile. Mais la plupart du temps, c'est un clavier avec de multiples boutons, un petit peu comme on le voit là à l'image, qui donne un accès directement à une fonction. Ça permet d'une part de sélectionner les sources d'une façon directe. C'est-à-dire, en fait, on garde les 4 doigts sur le clavier et puis sur la surface de contrôle, et puis on passe de l'un à l'autre beaucoup plus rapidement. Il y a ça, et puis le contrôle des effets spéciaux et les faders pour l'audio quand l'audio y est intégré, ce qui n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le T-bar qui permet de basculer entre preview et le programme d'une façon différente. Bon, c'est des questions d'habitude. Ensuite, les protocoles de communication. Alors là, par contre, souvent, les mélangeurs d'entrée de gamme
utilisent le HDMI ou le SDI comme source d'entrée. Et puis, ceux qui sont avec de l'informatique, ils peuvent utiliser simultanément peut-être les deux et également du NDI ou du SRT comme source comme protocole de communication. Et puis, il y a aussi, pour certains d'entre eux, des interfaces MIDI ou OSC, qui sont d'autres protocoles suivant le fabricant. Suivant le fabricant et suivant les possibilités qu'il offre au réalisateur de brancher son propre matériel. La gestion de l'audio du mélangeur, enfin dans le mélangeur vidéo, alors parfois c'est intégré. Chez Roland, c'est souvent intégré. Chez Blackmagic aussi, d'une certaine manière, ils font rentrer effectivement les sources audio, au moins 2 sources audio pour le stéréo. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, si vous avez une table de mixage à côté et un mélangeur à côté, il est probable que vous avez sur la table de mixage, vous avez tous les paramètres audio, sur lesquels vous avez également les faders. Et puis sur le mélangeur vidéo, vous indiquez simplement, tiens, je veux que telle source vienne en permanence en audio, peu importe l'image qu'on envoie. Bref, les mélangeurs vidéo, c'est suivant le cas. Je suis tombé sur un mélangeur que j'ai pas trop aimé parce que finalement, c'est vrai qu'il avait tout à bout de bras, mais il manquait d'autres options sur lesquelles il fallait passer par l'informatique. Donc ça nécessite beaucoup de gesticulation. Comment dire, avoir tout au bout d'un doigt, c'est assez agréable. C'est pour ça que j'ai souvent opté pour les systèmes informatiques ou les systèmes basés sur l'informatique, parce que finalement, on peut tout programmer, y compris les faders, et on a tout au bout des doigts. Après, ça revient, c'est question de prix aussi. Les composants externes d'un mélangeur, ça peut être les enregistreurs externes, ça peut être des convertisseurs de signal, ça peut être des générateurs de caractères, des générateurs de Genlock. Genlock, c'est en fait un générateur de timing qui permet de cadrer toutes les sources audio et vidéo sur le même timing, ce qui fait que tout est à peu près synchronisé. Et puis, aussi en générateur de caractères, il y a aussi tous les sous-titres, comme celui-ci. Ça, c'est un générateur de texte et images, avec tout ce qui va bien. Les mélangeurs vidéo pour une web TV, alors ceux que je connais de moins partiellement, il y a Blackmagic ATEM, qui est très réputé, très courant, qui a quelques défauts que je n'aime pas. Il n'intègre pas forcément, du moins dans les plus anciens, il n'intègre pas du tout le réseau ou le contrôle à distance ou d'autres moyens de contrôle. Donc c'était, pour moi, Blackmagic, c'est un petit peu un univers très fermé, ce qui est logique, on va dire, dans un aspect industriel. C'est-à-dire, si on vous vend un petit Blackmagic ATEM mini à 300 balles, on essaiera aussi de vous vendre les convertisseurs et les caméras et tout ce qui va bien avec. Roland, j'espère que ce modèle-là, c'est un modèle d'entrée de gamme qui permet de rentrer de la vidéo, évidemment, et qui permet de rentrer aussi de l'informatique vidéo, c'est-à-dire ce qui sort de votre carte HDMI de votre ordinateur. Et puis, vMix, c'est ce que moi j'utilise tout le temps, y compris là pour les enregistrements, qui a toutes les fonctionnalités pour une web TV, largement. Par contre, il faut quand même une machine relativement costaud, et c'est du PC, hein, vMix, c'est uniquement univers PC. Et puis le TriCaster Mini, alors ça, c'est une machine que j'ai beaucoup aimée, qui fonctionne en SDI ou HDMI,
ou encore, suivant le modèle, uniquement NDI. Et franchement, c'est une très très belle machine que j'ai pas eu le temps de suffisamment explorer, mais franchement, là, vous avez tout dedans. Franchement, tout. Bon, plus cher que le VMix, évidemment. Mais vous avez tout dedans et vous avez certains éléments qui permettent de réduire le bruit, mais alors c'est surprenant. Enfin, bref, à découvrir. Ensuite, les mélangeurs de télévision professionnelle, alors là c'est tout à fait autre chose. On est dans un autre monde quelque part. Vous voyez, le premier Sony, c'est jusqu'à 80 entrées vidéo. Il faut en avoir des 80 entrées. Hein. Grasse Valley, c'est encore mieux. J'étais en formation chez eux. C'est des sacrés bécanes, quoi. Après les autres, je ne les connais pas trop, mais bon, on est dans le haut de gamme de la télévision, et ça répond aux besoins de la télévision, hein, attention. Mais c'est pas les mêmes budgets, c'est sûr. Les tendances émergentes, alors il y a la production basée sur l'IP, je vais y revenir souvent parce que ça reste pour moi un des facteurs essentiels si tout le monde est en train de migrer vers l'IP, en douceur, s'entend, mais c'est des budgets très importants parce que finalement on rentre dans un monde dans lequel tout s'ouvre, c'est-à-dire vous avez là-dedans aussi bien la production dans le cloud, vous avez de la réalité augmentée ou virtuelle, et puis l'intelligence artificielle arrive aussi à grands pas, y compris dans le monde de la télévision. Et c'est franchement, c'est un moment passionnant de cette évolution. Donc il y a fatalement aussi des mélangeurs IP. J'en ai mis un, je crois, qui est full IP, qui fonctionne comme une tablette quasiment. Sur mon blog, je vais vous donner l'adresse d'ailleurs. Vous le trouvez là-dessus dans la rubrique NDI. C'est full NDI. Il y a une prise RG45 qui rentre et basta. Quasiment. Donc plutôt intéressant et c'est ce qui va arriver dans les mois et années à venir. Les mélangeurs logiciels contre les matériels. Alors, j'ai testé les deux. J'aime les deux. Je pense que le VMix offre énormément de possibilités, avec un coût initial qui est comme relativement bas. Mais ça dépend de l'ordinateur. L'ordinateur doit être puissant. C'est-à-dire ce que vous ne dépensez pas sur le mélangeur matériel, vous le dépenserez sur l'ordinateur. Parce qu'il faut la mémoire, il faut la carte vidéo qui va bien, et il faut la puissance processeur également. Donc, moitié-moitié. Et puis bon, je trouve que le logiciel est plus flexible. Avec le matériel, alors c'est sûr, quand on l'allume, il marche. Il marche tout de suite. Il y a quand même une procédure d'allumage, hein, mais ça marche quasiment tout de suite. Et à ce niveau-là, c'est un régal. Après, il y a la troisième version, c'est l'hybride. Il y a le TriCaster. Mais ça reste du logiciel quand même. Mine de rien. Bon, tout dépend de quel TriCaster on parle. Hein. Mais c'est vachement intéressant d'avoir ces deux mondes qui se mélangent. J'avais découvert avec le TriCaster Mini, c'est un PC Windows. Avec un Windows très 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 réduit et optimisé. Et puis tous les avantages du matériel que Newtek a pu mettre dedans, que ce soit au niveau traitement vidéo, carte graphique, etc. Mais globalement, ça reste un PC. Les fonctionnalités avancées pour les mélangeurs, c'est la composition multicouche. Là, sur cette image que vous voyez de moi, ce sont 3 couches. On peut en mettre encore plus. C'est pas forcément intéressant, mais ça peut être quand même très intéressant. Ils ont aussi une capacité de faire de la correction colorimétrique, d'avoir une possibilité de contrôle à distance.
Et puis, une chose qui est très importante pour un réalisateur ou pour quelqu'un qui est seul en réalisation, c'est de pouvoir automatiser et de créer des macros, c'est-à-dire de programmer sa réalisation complètement. Donc c'est vachement intéressant et à ne pas négliger. Alors, il y a un truc qui est important sur la latence des mélangeurs. La latence, c'est le moment où entre la vidéo dans le mélangeur et le moment où elle ressort en streaming. Donc ça doit être réduit. Alors les mélangeurs matériels, ils ont l'avantage d'être un petit peu plus rapides, mais il y a quand même une latence. Il faut pas se leurrer. Mais plus vous la rallongez, et sur un PC, je prends le cas de VMix, il y a un temps de latence. Hein. Qu'on ne voit pas à la diffusion, mais qu'on voit dans la partie réalisation, on le voit. C'est pas à l'image près. Sur du matériel, c'est quasiment à l'image près. L'impact sur la production, quand il y a de la latence, pour les réglages, c'est pas toujours évident. Il faut, comment dire, il faut arriver à gérer, à réduire cette latence. Parce qu'il y a vraiment de l'impact, notamment sur la coordination en production. Il faut la réduire. Ceci dit, il faut rester réaliste. Ce que je peux avoir comme latence sur mon ordinateur VMix et ce que je peux avoir comme latence sur un mélangeur hardware, c'est à peu près, j'estime, c'est entre 5 et 10 images qui sont décalées, peut-être un peu plus. Donc c'est pas énorme. Donc bien garder en tête, relativiser un petit peu les choses. Et puis vous avez une autre latence, elle par contre c'est dans le streaming, c'est la latence entre le moment où vous envoyez sur un YouTube et le moment où elle l'affiche. Même si vous insistez très fortement auprès de YouTube pour avoir une latence ultra performante, il faut encore que vos paramètres de latence, vos paramètres de streaming soient bien adaptés, que votre réseau est performant, que votre ordinateur est performant. Et là, on peut aller dans 4-5 secondes de latence chez YouTube. En général, c'est 30 secondes, 30-40 secondes à peu près. À tenir compte, évidemment, dans la production. Le workflow, le mélangeur, il intervient à beaucoup d'endroits, aussi bien dans la pré-production, c'est-à-dire en insérant toutes les vidéos, en insérant toutes les images, les reportages, ce genre de choses. Il intervient dans la production en direct, pour faire les changements de plan, les changements de source, pour ajouter en dernière seconde un reportage ou une image ou ceci ou cela. Et puis, il permet aussi de stocker les flux, soit en direct, ou en costaud, ou sur un ordinateur séparé ou sur un disque dur externe, etc. Les enregistrements, en général, sont propres. Bien garder en tête. Alors, il y a évidemment une certaine formation à avoir pour être opérateur de mélangeur. C'est surtout un goût de l'image, un goût un petit peu pour la technique, et puis savoir rester zen quasiment tout le temps, parce que c'est un métier quand même très stressant, parce que vous êtes toujours à plusieurs, et vous êtes peut-être des centaines ou des milliers ou des centaines de milliers à regarder une production en direct. C'est fatalement du stress. Et puis, il faut avoir un sens artistique.
une certaine flexibilité pour travailler sur ce métier-là. Parce que finalement, on sait quand une émission commence et on ne sait pas quand ça se termine. Imaginez, vous faites une production d'un concert qui, au lieu de durer 1 heure, il va durer 2 heures, 2 heures et demie. Vous n'allez pas vous arrêter au bout d'1 heure juste parce que il faut que ça continue. Enfin bon, c'est une organisation. La maintenance, il faut la faire en prévention. Il ne faut surtout pas la faire juste avant un direct ou juste avant une production. Il faut avoir un petit peu d'espace-temps pour pouvoir justement, régler en cas de besoin avec des pièces de rechange et tout comme ça. Il faut pouvoir réparer quand c'est réparable. Oui, il faut le renvoyer chez le constructeur. Là, vous êtes parti sur quelques semaines. Car il y en a très peu en France. Et puis, tenir un journal des pannes qu'il peut y avoir. C'est intéressant de pouvoir de temps en temps retourner dans ce journal pour pouvoir savoir ce qui s'y est passé, s'il y a eu une panne similaire, et comment vous l'avez résolu, parce que si c'était juste un reboot, c'est une question de quelques secondes. Ou minutes, si c'est un vieux PC sur Windows. Anecdote. L'avenir des mélangeurs, l'avenir, il va se situer quelque part dans le cloud, je pense. Il va se situer aussi avec beaucoup d'éléments de l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas dans l'audiovisuel. Vous avez plein d'entreprises, y compris la télévision, qui utilisent déjà l'intelligence artificielle. Alors non pas le chat GPT, mais d'autres intelligences artificielles pour gérer, ne fût-ce que leur stock d'images qui est faramineux. Et puis après, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Vous envoyez déjà dans les journaux de TF1 ou France 2, dans tous les journaux. Vous avez cette... on veut amener d'autres images, en fait, au lieu d'avoir un journal télévisé un petit peu un grand fou dire, juste présenté avec des images de reportage. Là, vous mettez en situation et vous expliquez, par exemple dans les phénomènes météo ou dans le sport, vous expliquez les différents phénomènes à l'aide d'images et de la réalité virtuelle. Et c'est plutôt bien fait. Les considérations budgétaires. Je pense que pour une web TV, on va se situer quelque part entre 500 et 10 000, 15 000 euros. En dessous... Non. Pour ma part, j'aurais plus tendance à dire que ce serait entre 2 000 et 10 000, parce que c'est le milieu de gamme qui est d'un rentabilisable et puis qui est suffisamment performant. Alors que les entrées de gamme, il manque toujours un bout. Toujours. Et puis, dans le haut de gamme, vous montez tout de suite à des considérations entre 10 et 50 000 euros. Ça vous sont pris, attention. Mais on est dans du vrai professionnel et sur du grand événementiel. En dessous, ça va pas. Il manque vraiment trop de possibilités. Et puis, quand vous avez 15 caméras à rentrer, ce qui est souvent le cas dans le sport, par exemple, les milieux de gamme ne le fait pas l'affaire. Et puis, les broadcast premium, là, je ne vais pas dire que c'est nos limites, loin de là. Ils sont aussi très sérieux avec leur budget. Mais il y a énormément de besoins et énormément de situations au final, qu'on n'a pas du tout en web TV aussi ambitieuse qu'elle soit. Donc voilà. Donc situez votre investissement web TV de votre mélangeur, juste pour votre mélangeur, entre 2 000 et 10 000, et vous êtes à peu près bon pour la plupart de vos besoins. Donc pour conclure, c'est un élément clé pour une production vidéo.
on s'en sert en pré-prod, on s'en sert en production en direct. Ça, fatalement, ça y reste. C'est vraiment au cœur d'une web TV ou d'une station TV. L'évolution, ça va être tous sur l'IP. Je pense. C'est bien parti pour. Et puis avec des options de réalité augmentée, avec des options d'IA. Donc c'est quelque chose qui est central. L'adaptabilité aux nouveaux médias, oui, ça il faut y prêter attention. Vous devez pouvoir aussi bien filmer en mode paysage qu'en mode vertical, en mode carré, enfin, tous les modes sont possibles. Donc là, le mélangeur, il joue un vrai rôle. C'est une compétence clé pour les productions, donc surtout ne négligez pas. Et on arrive déjà à la fin. Moi, je suis donc Gilbert Weinborg. Je fais du conseil en audiovisuel, de la formation. Je produis aussi de temps en temps, histoire de garder la main. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site, weinborg.fr. Et puis, moi, je vous dirai à très vite. Bye.